Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Lutte contre le terrorisme, les femmes mènent en ce moment une offensive contre les forces du mal. Dans cette épreuve, elles ont plus que jamais besoin du soutien de la population, nous dira Sidiki Dambélé. L'actualité dans les autres pays de l'AES au Burkina Faso, environ 34 000 litres d'hydrocarbures ont été frauduleusement livrés à des entreprises non éligibles, entraînant une perte sèche pour l'État estimée à plus de 8 milliards de francs CFA. Le réseau mafieux a été démantelé. Le Niger signe un accord avec la Banque mondiale. Il est destiné à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures routières. L'enveloppe est estimée à environ 240 milliards de francs CFA. Assure enfin la page des sports avec Fotri Toungara. Nous allons parler de tennis et de football avec la trêve FIFA du mois de juin qui se poursuit avec une série de matchs amicaux pour des sélections africaines. Le dossier culture s'intéresse à la vie des artisans à Tombouctou après la crise sécuritaire de 2012 qui a frappé de plein fouet la région. Les responsables et les acteurs culturels sont déjà convaincus que cette situation est réversible avec l'engagement de chacun. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Oui, le Mali a célébré hier la fête de l'Aïd el-Kibir. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accompli son devoir religieux à Koulouba. Le général d'armée invite le peuple de l'AIS à l'union sacrée afin de venir à bout des forces du mal. Nous l'écoutons au micro de Alucine Touré. Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, qui nous a permis de voir ce jour béni. La fête d'El-Kébir est par excellence un moment de retrouvailles, de communion, de partage, de pardon et surtout de prière. Prière pour le repos éternel de nos disparus. Prière pour la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays de l'AES. Je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire des vaillants soldats de l'AES qui ont perdu la vie sur le champ de la dignité et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi féliciter la force unifiée de l'AES qui a engagé des succès remarquables malgré les multiples attaques lâches et barbares des groupes armées terroristes. Et je voudrais aussi rassurer le peuple de l'AES que la lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national, international auquel les pays de l'AES ont souscrit. Raison pour laquelle nous allons mener une lutte implacable contre cette menace en tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances et sans esprit de recul. Je voudrais aussi saluer le soutien constant des populations de l'AES et les demander de rester mobilisés jusqu'à la victoire finale. Oui, justement, les femmes ont intensifié la pression sur les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, elles ont plus que jamais besoin du soutien de la population, soutien moral, psychologique, matériel et financier. La recrudescence des attaques terroristes contre les entreprises de nos forces interpelle non seulement tous les citoyens, mais appellent aussi à la vigilance sans relâche. Nous sommes en guerre et l'heure est au sujet patriotique. Chaque Malien doit se sentir un soldat. Voilà le sens de l'édito que nous propose Sidiki Dambélé. Un sursaut patriotique, une vigilance accrue, un soutien total et inconditionnel. Voilà ce dont les forces armées maliennes ont besoin aujourd'hui dans la lutte implacable qu'elles mènent contre les terroristes. Des forces obscurantistes qui multiplient les attaques ces derniers jours dans plusieurs localités. Des attaques qui sont régulièrement repoussées par les braves FAMA. Face à cette guerre imposée et injuste, le peuple malien doit se dresser pour défendre son indépendance et sa souveraineté. Car l'objectif de l'ennemi est de remettre en cause les fondements même de la nation malienne à travers ces attaques barbares et lâches contre les paisibles citoyens et leurs biens. L'armée malienne est sur tous les fronts aujourd'hui. L'heure est grave et exige une mobilisation accrue de tous les citoyens aux côtés des autorités administratives et des forces armées et de sécurité. Des mesures de sécurité édictées comme les couvre-feux, les fouilles systématiques aux postes de contrôle, l'interdiction de circulation de certains engins, j'en passe, doivent être soutenues et accompagnées pour notre sécurité collective. Plus que jamais, les forces armées maliennes ont besoin du soutien total de la population
pour dénoncer tout comportement suspect. Il faut un sursaut patriotique, une marque de loyauté et de détermination en faveur des forces armées, une démonstration de l'attachement des Maliens de la diaspora et de l'intérieur à leur patrie. Ce soutien indispensable contribuera sans nul doute à renforcer le moral des troupes et à encourager un esprit de solidarité nationale. Car c'est précisément pendant ces moments graves et difficiles que la mère patrie, toute chapelle confondue, loin de la discorde, de la division, doit témoigner de plus d'amour, d'affection et de soutien moral à ses enfants engagés. C'est à ces prix, seul à ces prix, que le Mali gagnera cette guerre contre les forces du mal et leurs partenaires. Tout à fait, Sidiki Dambélé. L'ONG CARE International a lancé un nouveau projet intitulé l'Interdise Saint-Charities. Le projet vise à apporter une assistance sociale aux personnes en situation difficile dans la région de Ségou, aux personnes déplacées internes ainsi qu'aux autres vulnérables. Plus de 700 ménages seront touchés par le projet dans les cercles de Bla et de Massina pour une durée de 12 mois. Le reportage de Honoré Chinou et Kramo Traoré de OATM Ségou. L'Interdit Sainte Charity, LDSC, est un projet de CARE International Mali. Il œuvre pour une assistance sociale aux personnes en situation de vulnérabilité. La présente cérémonie consacre le lancement officiel du projet en 4e région, un projet avec une approche multisectorielle. Oumar Diarra, directeur pays adjoint de CARE International Mali. La nature de l'exposition de ces communautés et le niveau de vulnérabilité actuel exige quand même une réponse multisectorielle. La réponse sectorielle à cela fâcheux que ça ne répond les besoins que sous une seule facette. Et la réponse multisectorielle, c'est réellement une réponse holistique qui vise à adresser les principaux besoins, à satisfaire les besoins immédiats avec une perspective court et moyen terme, qui veut dire concrètement à répondre aux besoins urgents, leur permettre un peu d'assurer leur relèvement et leur permettre progressivement un peu de renouer avec la résilience. Cette cérémonie de lancement a pour but de partager les informations clés du projet avec l'ensemble des parties prenantes afin de garantir leur appropriation du projet et leur rôle dans sa mise en œuvre. Albaka Aga Amaïzak, préfet du cercle de Massina. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'appui des personnes déplacées et aux ménages hôtes vulnérables dans la région de Ségou. La région de Ségou, comme vous le savez, et en particulier les cercles de Bla et Massina, font face à des défis humanitaires majeurs. Déplacement massif des populations dû à l'insécurité, perte des moyens d'existence ou de subsistance, changement climatique et tensions sociales. Dans ce contexte, ce projet arrive à point nommé. Le projet d'Interdit Sainte Charity touche 750 ménages vulnérables, dont 600 personnes déplacées internes et 150 autres vulnérables pour une durée de 12 mois. Ces interventions concernent les cercles de Bla et Massina. Ségou, Honoré Tchénou Kramo Traoré pour l'ORTM. AES, actualité. 9h08 à Djapaga. L'actualité dans les pays de l'AES nous conduit au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre la fraude. Un vaste réseau de détournement a été démasqué. L'information a été donnée hier à Ouagadougou par la coordination nationale de lutte contre la fraude au cours d'une conférence de presse. Selon le coordinateur national de lutte contre la fraude, ce sont environ 34 000 litres d'hydrocarbures qui ont été frauduleusement livrés à des entreprises non éligibles, entraînant une perte sèche pour l'État estimée à plus de 8 milliards de francs CFA. Le reportage de Boukari Kinda de la radio du Burkina. Ce sont environ 34 000 litres de carburant frauduleusement livrés à des entreprises non éligibles par un vaste réseau de détournement d'hydrocarbures subventionnés impliquant des marketeurs de sociétés de distribution de carburant. Ce préjudice a engendré à l'État une perte estimée à plus de 8 milliards de francs CFA selon le coordinateur national de lutte contre la fraude. Destiné exclusivement à la consommation des ménages à travers les stations-service, ces hydrocarbures subventionnés par l'État sont en réalité dirigés vers de grandes entreprises industrielles, minières, de BTP et de carrières pourtant exclues de ce dispositif d'aide, a signifié Yves Kafando. Cet acte d'escroquerie est qualifié par le coordinateur de pratique de manœuvres dilatoires visant à contourner la politique publique de soutien au pouvoir d'achat des populations. Face à cette situation, la coordination nationale de lutte contre la fraude a fermé plusieurs carrières et unités industrielles temporairement et les dossiers ont été transmis aux autorités compétentes.
suivante. Comme recommandation, le coordinateur Yves Kafando propose que les entreprises exclues du carburant subventionné puissent désormais s'approvisionner directement auprès de la Sonabi à condition que la traçabilité soit assurée par des contrôles rigoureux. À l'ensemble des acteurs économiques, Dr Yves Kafando en appelle à des pratiques empreintes de transparence et de traçabilité. Signature hier à Niamey entre le Niger et la Banque mondiale d'un accord de financement du prêt d'intégration et de connectivité du Sud Niger. L'accord porte sur un montant d'environ 240 milliards de francs CFA destinés à la réhabilitation et à la modernisation de plusieurs infrastructures routières. Et c'est le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances et le représentant résident de la Banque mondiale qui ont conjointement paraphé le document en présence de notre reporter Mahmadou Garba. Le projet d'intégration et de connectivité du Sud Niger, PICSEN, est un projet financé par la Banque mondiale. La signature de l'accord de financement du dit projet a eu lieu entre le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et le représentant résident de la Banque mondiale au Niger. Il constitue donc une nouvelle étape dans la poursuite du partenariat entre le Niger et son institution, dira Hans Fratters, représentant résident de la Banque mondiale au Niger. Il s'agit d'un programme d'investissement d'infrastructures très ambitieux, à hauteur de 400 millions de dollars, soit environ 240 milliards de francs CFA. L'objectif est de réhabiliter le tronçon Maradi-Zender de la RN1 et la modernisation de 525 km de routes dessertes et de routes rurales. Le projet a le potentiel de transformer le poumon économique du pays. Il améliorera l'accès des populations au marché, aux écoles et aux centres de santé dans de meilleures conditions et à moindre coût. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a salué la redynamisation du partenariat entre le Niger et la Banque mondiale, qui entend accompagner notre pays dans ses choix pour sa souveraineté. Le programme de refondation de la République 2025-2029, qui est quasiment bouclé, constitue le cadre opérationnel de mise en œuvre de la vision du président de la République, chef de l'État, le général Tchani. Il ne sera jamais de trop de rappeler que les routes sont un facteur essentiel du développement. Ce que nous essayons de faire ensemble, c'est démontrer qu'il est possible, dans une coopération entre l'institution, la vôtre, la Banque mondiale, dont le Niger est actionnaire dans le capital, est en train de faire ce qu'il faut pour permettre à nos États qui ont choisi le chemin de sa souveraineté de réaliser des grands projets. Enfin, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a rassuré la Banque mondiale que le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour garantir la bonne exécution du projet d'intégration et de connectivité du Sud Niger, PICSEN. 9h12 au bord de la lagune Ébrié, en Côte d'Ivoire. Innocent Yaonguessan, chef de la jeunesse rurale du PDCI, est en détention provisoire au pôle pénitentiaire d'Abidjan ex-Maka. Il est inculpé pour des faits d'actes de terrorisme, d'attentats et de complot contre l'autorité de l'État, ainsi que de participation à un mouvement insurrectionnel. Ces accusations s'inscrivent dans le cadre de la crise électorale autour de la présidentielle d'octobre 2020. L'ancien ministre ghanéen des Finances est actuellement dans le viseur de l'opération récupération des biens spoliés, initiée par le président John Dramani Mahama. Il est accusé d'avoir détourné des fonds publics à des fins personnelles, notamment dans le cadre de la construction controversée d'une cathédrale nationale. Le projet, qui a coûté près de 34 milliards de francs CFA au trésor public, n'a toujours pas abouti. L'opération vise à récupérer plus de 20 milliards de dollars détournés par d'anciens responsables publics. Les autorités gabonaises ont annoncé via un communiqué officiel la fin de l'accord de partenariat en matière de pêche durable avec l'Union européenne. En vigueur depuis 2007 et renouvelé en 2021 pour 6 ans, cet accord permettait aux flottes européennes d'exploiter les ressources piscicoles du pays. Cependant, selon le président Brice Oligui Nguema, les recettes générées ne compensent ni la valeur réelle des captures ni les coûts de surveillance supportés par le Gabon. D'où la décision de mettre un terme à ce partenariat jugé déséquilibré. 9h13. Oui, chez les sports, c'est la fête de Fouti Tunkara. En tennis, Roland Garros 2025 connaîtra son épilogue demain dimanche à l'issue de la finale qui oppose l'Espagnol Carlos Alcaraz à l'Italien Jannik Sinner. En football, la trêve FIFA du mois de juin se poursuit avec une série de matchs amicaux pour des sélections africaines. Au tournoi, Maurice Revello de Toulon, le Mali a battu la France hier par le score de 5-4 au tir au but. À l'issue du temps réglementaire, le score était demi partout. Les détails avec Fouti Tunkara.
Tournoi Maurice Révélo de Toulon, le Mali bat la France au compte de la deuxième journée du groupe A hier. Le Mali a battu la France par le score de 5-4 au tir au but. Au bout du temps réglementaire, le score était d'un but partout. But malien inscrit à la 17e minute de jeu par Gassou Diakité qui ouvre le score pour le Mali. Égalisation pour la France à la 38e minute de jeu par Tidjam Gomis. Dans l'autre match du groupe, le Panama a perdu contre l'Arabie Saoudite 2-1. La troisième et dernière journée est prévue lundi avec à l'affiche Mali-Arabie Saoudite et France-Panama. Trêve FIFA de ce mois de juin, des sélections africaines en profitent pour faire des revues de troupes ponctuées des matchs amicaux de préparation pour les prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026 en septembre et la phase finale de la CAN 2025 en décembre. Le programme prévoit aujourd'hui Tchad-Kenya à 15h et Côte d'Ivoire-Nouvelle-Zélande à 23h. Hier vendredi, la Centrafrique a dominé la Mauritanie 2-1. Le Zimbabwe a perdu contre le Burkina Faso 2-0. Le Nigeria et la Russie ont fait match nul 1-1. Le Sénégal et l'Irlande se sont tenus en échec 1 but partout également. L'Afrique du Sud et la Tanzanie ont fait jeu égal 0-0. La Guinée équatoriale s'est inclinée devant la Gambie 2-1. La Guinée-Bissau est tombée devant le Burundi 1-0. Le Niger l'a emporté face au Gabon 4-3. Le Cameroun a disposé de l'Ouganda 3-0. Le Maroc a battu la Tunisie 2-0. Les Aigles du Mali ne sont pas restés en marge de cette date FIFA. Ils ont perdu jeudi 1-0 contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Du tennis à présent avec Roland Garros 2025, l'affiche de la finale est désormais connue. Le tenant du titre, Carlos Alcaraz, défendra sa couronne. Ce sera face à Yannick Sinner, le numéro 1 mondial. En demi-finale hier, Carlos Alcaraz, en difficulté en début de match, a profité de l'abandon sur blessure de Lorenzo Musetti au cours du 4e set et gagne 4-6, 7-6, 6-0, 2-0. Il affrontera en finale dimanche à 13h Yannick Sinner, vainqueur hier de Novak Djokovic. Intouchable depuis le début de la quinzaine, Yannick Sinner n'a pas tremblé face à Novak Djokovic et s'est imposé 6-4, 7-5, 7-6. Le numéro 1 mondial visera dimanche son premier sacre sur terre battue. Chez les dames, la finale met aux prises ce samedi la Biélorusse Arina Sabalenka et l'américaine Coco Gauff. Les finales de Roland Garros 2025 opposeront les numéros 1 et numéro 2 mondiaux, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. C'est une première dans le Grand Chelem parisien depuis 1984. Cette année-là, les finales de Roland Garros mettaient aux prises Martina Navratilova, numéro 1 mondial, et Chris Evert, sa dauphine. Et chez les hommes, John McEnroe, le patron d'alors, était opposé au numéro 2, Ivan Lendl. Martina et Ivan l'avaient emporté. En Grand Chelem, il faut remonter à moins loin. En 2013, à l'US Open, Serena Williams, numéro 1, s'était imposée face à Victoria Azarenka, numéro 2. Rafael Nadal, numéro 2, avait terrassé Novak Djokovic. Page Mali Culture 2025. Comment vit le secteur artisanal après la crise sécuritaire de 2012 qui a frappé de plein fouet la région de Tombouctou? Une situation qui fait migrer plusieurs acteurs vers d'autres horizons, laissant du coup le secteur se mourir. Aujourd'hui, il est impérieux de faire la refondation du secteur artisanal qui vit dans une léthargie totale. Les responsables et les acteurs culturels sont déjà convaincus que cette situation est réversible avec l'engagement de chacun. Le dossier est signé Najim Babassi. L'artisanat vit tant bien que mal en région de Tombouctou. Le secteur peine à juguler les effets de la crise multidimensionnelle de 2012 qui l'a fortement impacté. Les artisans qui animent le domaine étaient tous regroupés au sein de la maison des artisans, sise au centre-ville. Ici, seuls les plus endurants tiennent par pure passion ou ne savent faire que cela au regard de la conjoncture socio-économique difficile. Seyni Touré est cordonnier, un métier qu'il a hérité de son père depuis belle lurette. Avant la crise, tout va bien, ça marche. Mais depuis la crise, après la crise, non, ça ne va pas du tout chez nous. Il n'y a pas de clients, il n'y a rien. Le métier de cordonnier semble être l'une des filières artisanales qui résiste encore au choc d'avec la modernisation, car ces produits sont sollicités par les visiteurs et même d'autres passent des commandes à partir de l'extérieur. Seyni Touré, maître cordonnier. Chez nous, les clients qui vont nous voir, même les gens qui viennent de suite. S'il y a des étrangers ou bien il y a des missionnaires qui viennent ici, là. Mais maintenant, on voit qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, on ne voit rien. Arafat Sissé, cordonnier. Avant, quand les délégations viennent ici à Tombouctou, ils nous rendent visite ici dans la maison des artisans. Ils achètent, les compagnons achètent avec eux. Et donc maintenant, les délégations peuvent venir ici à Tombouctou sans rendre visite dans la maison des artisans. De la cordonnerie en passant par la forge, le génie créateur des artisans est en marche et les résultats sont perceptibles malgré les difficultés. Aguissa Yatara, forgeron. Et ici, vous avez les laroues de caravane ici. Et ça, c'est les tentes de Touareg. Et la tête, ça représente les monuments des mosquées de Djingaribia. Donc chaque pièce, ça signifie quelque chose de Tombouctou. Et ici, c'est les pochettes des couteaux. Tout ça, c'est en cuir et bronze
et argent. Donc la décoration, on mélange. En haut, c'est un argent massif. Et tout ça, les décorations, ça signifie quelque chose. Des étoiles, de la route des caravanes, des puits, de la vieille Bouctou. Donc c'est une grosse pièce qu'on fait pour les commandes, c'est pour les chefs des caravanes, les jours de la fête, uniquement. Abdoulaye Samake, forgeron et guide touristique. C'était un endroit qu'avant, il y avait beaucoup de trucs parce que c'était un endroit fréquenté par le tourisme. Mais aujourd'hui, avec les manquements de tourisme, on est très fatigué. Et aujourd'hui, on espère vraiment un avenir pour que les touristes reviennent à Tombouctou et au Mali pour vraiment vivre. Parce que le tourisme, c'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens vivent. Les merveilles de la bijouterie ne laissent personne indifférent. Les femmes semblent être au cœur des choix artisanaux. La gamme leur offre des parures et bijoux et des alliances de fiançailles souvent sollicitées par des hommes. Ibrahim Barakoumaïga, bijoutier. Ça, c'est un ancien bijou qu'on appelle Dola, de plus du XVIe siècle avec ces gofa. Ça, c'est en arabe, ça, c'est Soraï. Parce qu'on travaille avec le modèle traditionnel. Hélas, l'espoir semble envolé chez les bijoutiers de la mystérieuse, dont les marques ont été contrefaites à la machine puis vendues à vil prix. Ibrahim Barakoumaïga, bijoutier. Le modèle que vous voulez ici, c'est ça que nos ancêtres nous ont laissé. C'est envoyé par les modèles chinois qui se vendent à bas prix. Parce que nous, le modèle là, on vend ça à 150 000, on trouve ça ici dans le marché à 15 000 francs. Ça nous défavorise trop. Le service de Titel, qui est la direction régionale de l'artisanat, est chargé du développement, l'encadrement et le suivi des artisans, ainsi que des fêtières. Aboubakar Moussa Meiga, directeur régional de l'artisanat de Tombouctou. Si dans un avenir très proche, l'artisanat nourrissait son homme, aujourd'hui, force est de constater que les centres de formation, les ateliers de fabrication d'outils utilitaires, les associations font face au défi du dépôt de bilan, du licenciement et de disparition prématurée. Les attentes des acteurs culturels par rapport à cette année dédiée à la culture sont énormes, sachant que l'économie de la région dépendait à environ 50% de l'artisanat et du tourisme. Aboubakar Moussa Meiga, directeur régional de l'artisanat de Tombouctou. On attend beaucoup de cette année 2025 pour au moins pouvoir promouvoir le secteur de l'artisanat qui, depuis un certain temps, reste vraiment englouti d'une façon ou d'une autre. Ils sont persuadés que cette situation n'est pas une fatalité. Elle est réversible avec l'engagement de l'État, ses partenaires et des personnes ressources qui pourront jouer un rôle déterminant, chacun en ce qui le concerne. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Allo Koulibaly pour l'ORTM. En tout cas, l'espoir est permis en cette année décrétée année de la culture. 9h22, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara assisté de Mokhtar Tourish à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Marcel Tessougui, coordination éditoriale Bourama Traoré. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.